Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'Emiliano Zapata Salazar, dit El Caudillo del Sur. Il fut l'un des principaux acteurs de la révolution mexicaine de 1910 contre le président Diaz, puis de la guerre civile qui suivit le départ en exil de celui-ci en 1911. Vous voulez en savoir plus sur Zapata? Venez avec moi. Emiliano Zapata Salazar est né le 8 août 1879 à Ananteculco, au Mexique. Ses parents étaient Gabriel Zapata et Cleofas Salazar. Il avait 6 sœurs, Celsa, Ramona, Maria de Jesús, Maria de la Luz, Jovita et Mathilde, et 3 frères, Pedro, Eufemio, qui a également atteint le rang de général à la Révolution, et Lorento. Son grand-père maternel, José Salazar, était membre de l'armée pendant le siège de Cuelta en 1812. Ses oncles paternels, Cristo et José Zapata, ont combattu dans la guerre civile de 1858-1861 et contre l'invasion de l'armée française de Napoléon III. Son enfance s'est développée dans une maison modeste à Morelos. Il a fait ses premières études avec le professeur Emilio Vara, vétéran des guerres contre les Français. À l'âge de 9 ans, lorsqu'il a été témoin de la dépossession des terres des paysans causée par les propriétaires terriens de la région, et après avoir entendu son père répondre que rien ne pouvait être fait, il lui aurait dit avec enthousiasme et courage: Ne pouvez-vous pas? Car quand je serai grand, je les ferai revenir. Zapata avait 16 ans quand sa mère est morte. 11 mois plus tard, il a perdu son père. Il travailla bientôt comme agriculteur et muletier. Le 15 juin 1897, il fut appréhendé par les forces rurales lors de la fête de sa ville natale. Son frère Eufemio réussit à le faire libérer, arme à la main. Les frères Zapata ont quitté l'État. En 1906, Zapata assiste à une réunion des paysans pour discuter de la façon de défendre les terres et celles du peuple contre les propriétaires fonciers adjacents. Sa rébellion le condamne à la conscription et en 1908, Zapata est incorporé au 9e régiment de cavalerie. À Cuernavaca, Zapata a été nommé chef d'état-major de Porfirio Díaz, après quoi il a été transféré pour remplir les mêmes fonctions sous le commandement d'Ignacio de la Torre, gendre du général Díaz, qui prendrait une affection particulière pour son habileté et ses connaissances avec les chevaux. À la veille de la Révolution, la situation sociale est très tendue en raison de l'expansion des haciendas sucrières qui, avec la complicité des autorités, s'emparent des terres des communautés villageoises. Actif dans toutes les luttes agraires, Zapata est désigné en 1909 président du conseil municipal de sa ville natale. Lorsque Porfirio Díaz est élu pour la 8e fois président de la République, Zapata se rallie à l'opposant Francisco Madero en octobre 1910, alors qu'il est réfugié à San Antonio, au Texas, et il lance un appel à l'insurrection avec la promesse d'une restitution des terres usurpées. Prenant la tête du soulèvement de Morelos en mars 1911, il contribue à la chute de Diaz tout en appuyant les objectifs des paysans soldats, dont certains procèdent à des invasions de terre. Zapata est désormais un bandit et son mouvement une guerre contre la propriété foncière. Emiliano Zapata se rend à Mexico le 7 juin 1911 pour exposer les revendications agraires au président Madero, mais celui-ci temporise, tandis que la région de Morelos est occupée par les troupes fédérales. S'estimant trahi, Zapata rend public le plan d'Ayala le 28 novembre, qui réclame la restitution des terres aux villageois, ainsi que l'expropriation contre indemnisation du tiers des grands domaines. Il s'agit, sans supprimer les plantations, de rétablir l'équilibre au profit des habitants des communautés et de leur permettre de conserver leur mode de vie traditionnel. Ce plan devient le texte de référence de l'agrarisme mexicain. Il donne une dimension nationale à Zapata, qui dès lors est le plus connu des nombreux chefs issus, comme lui, de la paysannerie de Morelos. Appuyé par des instituteurs villageois qui rédigent les manifestes du mouvement, les combattants arborent la Vierge de Guadalupe sur leur bannière. Durant l'année 1912, la guérilla prospère au rythme des exactions de l'armée fédérale contre les civils et les zapatistes parviennent à contrôler le Morelos. Ils taxent les haciendas pour financer leurs efforts de guerre, tandis que la notoriété de Zapata s'étend parmi d'autres groupes insurgés dans les États voisins, à l'image de Pancho Villa.
En février 1913, l'assassinat de Madero à l'issue d'un coup d'État militaire change la donne politique. Zapata poursuit la lutte contre la dictature du général Huerta, mais conserve son autonomie à l'égard des forces insurgées du Nord, celles de Pancho Villa, comme celle des constitutionnalistes, dont le premier chef, Venustiano Carranza, il s'était lui-même donné ce titre, entend incarner la légitimité. Huerta n'avait pas le soutien des Américains et les troupes subissaient défaite sur défaite, doit renoncer au pouvoir le 15 juillet 1914 et s'exile aux États-Unis où il meurt en 1916. Après la défaite de Huerta, les vainqueurs se divisent. Contre les carrancistes qui considèrent les zapatistes comme des réactionnaires, Zapata fait alliance avec Pancho Villa, alors à la tête de l'armée la plus redoutable du Mexique. Le mouvement zapatiste, qui compte à ce moment-là environ 20 000 hommes, connaît son apogée lorsque Zapata pénètre dans Mexico en novembre 1914. À la tête de ses troupes, en compagnie de Pancho Villa, tous deux soutiennent, contre les prétentions de Carranza, la Convention, une conférence d'officiers des armées révolutionnaires. Les succès zapatistes exercent une puissante attraction sur d'autres mouvements paysans qui se rallient à la Convention, obligeant Carranza à promulguer une loi de réforme agraire en janvier 1915. La représentativité sociale du zapatisme reste toutefois limitée à la petite paysannerie. Et sur le plan militaire, Zapata n'est pas en mesure de peser sur les destinées du Mexique. Aussi, l'année 1915 marque-t-elle le début du reflux, tandis que la Convention se révèle incapable de surmonter ses divisions pour proposer un projet politique viable et que Pancho Villa accumule les défaites militaires. Zapata ne quitte plus les montagnes de Morelos. Ses troupes, cependant, opposent une farouche résistance aux carrancistes, qui mettent l'État à feu et à sang entre 1916 et 1918. Gonzalista Jesus Guarrado a fait croire à Zapata qu'il était mécontent de Carranza et qu'il s'était prêt à le rejoindre. Zapata lui a demandé des preuves et Guarrado lui a donné en tirant sur une cinquantaine de soldats fédéraux. Avec le consentement de Carranza, et en offrant à Zapata des armes et des munitions pour continuer le combat. Ainsi, ils sont convenus de se rencontrer à l'hacienda de Chiminamencas, à Morelos, le 10 avril 1919. Zapata campe avec ses forces à l'extérieur de l'hacienda et s'en approche accompagné seulement d'une escorte de 10 hommes. Traversant le linteau, une ordonnance postée à l'entrée. Il joue avec son clairon l'appel aux honneurs. C'était le signal pour les tireurs, cachés sur les toits, d'ouvrir le feu sur Zapata, qui a réussi à sortir son pistolet, mais une balle l'a traversé. Puis le seigneur de guerre est retrouvé mort. Assassiné à Chimanca dans un guet-apens en 1919, Zapata survivra dans la mémoire populaire et son programme agraire sera finalement réalisé dans les années 1930. Comme on l'a vu, Zapata s'est positionné comme l'un des principaux dirigeants révolutionnaires jusqu'à son assassinat en 1919. Bien que Zapata ait été exclu avec Pancho Villa du Congrès de 1917, il poursuit la lutte pour être considéré comme un symbole de la lutte et de la résistance paysanne au Mexique. Il était un défenseur des luttes sociales et des revendications agraires, ainsi que de la justice sociale, de la liberté, de l'égalité et de la social-démocratie, de la propriété communautaire des terres et du respect des communautés indigènes, paysannes et ouvrières du Mexique, victime de l'oligarchie et de la propriété foncière des propriétaires terriens mexicains. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.